gangster, moonshine, bootlegger, des mots à l'origine de bien des histoires et des légendes qui ont fait frissonner la vallée du lac Champlain et le Haut-Richelieu. Il y a une centaine d'années, l'économie américaine se relevait des privations de la Première Guerre mondiale. Les cœurs étaient légers et les fêtes effervescentes. Si bien que certains groupes sociaux et religieux ont commencé à s'inquiéter de l'influence de l'alcool sur les esprits et les mœurs. Avec le temps, les États-Unis et le Canada, sous la pression de ces mouvements de tempérance, interdirent le commerce d'alcool. L'interdire ne le fit bien sûr pas disparaître. Au contraire, la province du Québec refusant de suivre le processus juridique de la prohibition, la consommation et la vente d'alcool se poursuivirent et devinrent une très lucrative activité clandestine. Même si, officiellement, les postes de douane entre les États-Unis et le Québec venaient de se fermer au commerce d'alcool, officieusement, les frontières s'ouvrirent plus que jamais. L'alcool continua donc d'affluer au sud de la province francophone, mais par de nouvelles routes et de nouveaux moyens. La contrebande d'alcool et la réponse musclée des autorités contribuèrent à créer une époque qui subsiste encore, 100 ans plus tard, dans le langage, les films, la littérature. Retournons à l'origine des mythes et des personnages de l'époque de la Prohibition. La Prohibition, au Canada, visait à proscrire la vente et la consommation de boissons enivrantes, c'est-à-dire d'alcool. Presque tous les gouvernements passeront cette loi au cours de la Première Guerre mondiale, suivant ainsi le mouvement international de la tempérance. Parlons un peu de ce mouvement qui se développera au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Les défenseurs de la tempérance préconisent l'abstinence d'alcool. Ils militent pour la fermeture des bars et des tavernes afin de débarrasser la société du démon du rhum. Les partisans de la tempérance croient que la consommation d'alcool constitue un obstacle au succès économique, à la cohésion sociale et à la pureté morale et religieuse. Le 29 septembre 1898, le gouvernement canadien tient donc un plébiscite sur la prohibition. Whiz! Savez-vous ce qu'est un plébiscite? A. Une maladie veineuse liée à la phlébite. B. Une consultation populaire par un vote de oui ou de non. Ou C. Un rassemblement illicite de flibustiers. Arr, des pirates! La réponse est B. Le plébiscite est une consultation sur le choix d'une population à propos d'une importante décision. On pourrait également le définir comme un référendum de l'époque. Le résultat des votes est plutôt étonnant, puisque le oui, c'est-à-dire en faveur de l'adoption d'une loi sur la prohibition, l'emportera à 51,2%. Mais, malgré cette victoire, la loi ne sera finalement pas passée par le Parlement canadien. Et non, le gouvernement finalement laissera les provinces décider par elles-mêmes. Et lors de la Première Guerre mondiale, la prohibition sera considérée comme un geste patriotique et un sacrifice en vue de la victoire. Ainsi, plusieurs provinces emboîteront le pas et interdiront la vente d'alcool sur leur territoire. En fait, toutes les provinces. Sauf le Québec. Au Québec, la loi sur la prohibition de mai 1919 s'appliquera seulement aux spiritueux et sera abolie 2 ans plus tard, en 1921, avec la création de la Commission des liqueurs du Québec, l'ancêtre de la SAQ. Mais, dans toute la liste d'alcool à légaliser, on en oublie un. On oublie de légaliser le cidre. Fait étonnant, le cidre deviendra légal seulement en 1970. Parlant de cidre, le Haut-Richelieu regorge de vergers, surtout autour du Mont-Saint-Grégoire. On dénombre 6 vergers, dont 2 sont également des cidreries. La cidrerie Denis Charbonneau et la cidrerie Léo Boutin sont toutes les deux situées sur le rang de la montagne. Ils produisent des cidres exquis qui font la fierté de notre terroir, alors rendez-leur visite. De 1919 à 1933, aux États-Unis, la loi Volstead interdit
la fabrication, le transport, la vente, l'importation, l'exportation de l'alcool. Résultat, une hausse alarmante de la criminalité et de la corruption et la naissance d'une espèce qui frappe encore les esprits aujourd'hui, le bootlegger. Bootlegger est un terme américain qui est apparu bien avant l'époque de la Prohibition. C'est tout d'abord durant la guerre de Sécession que le terme est utilisé. Whiz! Mais que signifie exactement l'expression bootlegger? A. L'homme qui cache une bouteille d'alcool dans sa botte. B. Celui qui, à son décès, n'a plus qu'une paire de bottes à léguer à ses proches. C. Une marque très populaire de bottes de cuir à lacets. Ou D. C'est l'anglicisation d'une vieille expression française. Bouille de la gueule, qui s'est avec le temps transformé en bootlegger. C'est bien A. L'homme qui cache une bouteille dans sa botte. Et n'allez pas croire que les histoires de gangsters ne se passaient qu'aux États-Unis. Le Québec s'est retrouvé bientôt au centre d'une activité criminelle concernant la production et la vente illégale d'alcool. En effet, dès 1921, la prohibition était abolie au Québec. Et alors, notre belle province devenait le seul endroit en Amérique du Nord à accepter la production et la vente d'alcool. Bonjour les occasions d'affaires! Le Haut-Richelieu, situé tout près de la frontière américaine, était une des régions d'excellence pour le trafic d'alcool. Conrad Labelle, notre contrebandier notoire, fera sa loi dans la région et dirigera les opérations. Né à Farnham, il a grandi à Iberville. Et Labelle est devenu un des bras droits de Al Capone, ce American gangster qu'on surnommait Scarface. Quand on dit que Labelle était un vrai contrebandier, on ne peut pas se tromper. Il buvait beaucoup, il allumait ses cigares avec des billets de 100 $, il jouait aux cartes tous ses gains et il possédait une Cadillac blindée. Mais finalement, en 1923, il se fait arrêter aux États-Unis et cette année-là, on raconte que sa fortune était constituée de 30 voitures et 400 000 $. Mais qu'y avait-il dans ces bouteilles? Un bon whisky pur malt? Un nectar divin raffiné? Oh non! Dans ces bouteilles, on trouvait bien souvent de la bagosse ou du moonshine. C'est une eau-de-vie maison qu'on fabrique clandestinement et dont on ne contrôle pas le taux d'alcool et la qualité. Ce qui fait qu'on y trouvait un alcool frelaté et dangereux pour quiconque en buvait. Whiz! Mais quel danger courait-on à consommer un alcool fabriqué clandestinement? A. Dès la première gorgée, le sol s'ouvre sous vos pieds et vous disparaissez en enfer. B. Ça peut causer une intoxication, rendre aveugle et être même fatal. Ou C. Ça peut causer une mauvaise haleine permanente et contagieuse. La réponse est B. La bagosse ou le moonshine pouvait intoxiquer la personne qui en buvait, la rendre aveugle ou la tuer. Eh bien, à votre santé! Eh bien, à vos risques et périls! Ah! Une carrière de contrebandier vous intéresse? Laissez-moi vous donner des vrais trucs et astuces qui ont fait leur preuve à l'époque. Truc 1. Vous vous souciez du bien-être de votre prochain? Créez un médicament particulièrement riche en alcool. Truc 2. Vous élevez des poules! Eh bien, exportez vos œufs. Vous aurez juste à les vider avec une seringue et à les remplir d'alcool. Oh! L'omelette festive! Ah, vous faites dans la livraison? Ben, remplacez-moi l'air dans ces pneus-là, puis vite! Puis tant qu'à y être, doublez votre réservoir d'essence. Vous voilà avec un autre contenant pour transporter de la marchandise. Vous vous déplacez plutôt en bateau. Avez-vous déjà pensé
à coller les bouteilles sous la coque de votre bateau? Ni vu, ni connu. On se trouve au Palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle. Il reste très fidèle à sa construction originale, qui date de 1861, ici sur la rue Saint-Charles. D'ailleurs, saviez-vous qu'à Saint-Jean, il y a eu 3 pendaisons publiques et que ce n'était pas toujours facile de trouver un bourreau? Je me demande pourquoi. Le premier condamné se dénommait Cyprien Costafrola, accusé de meurtre en 1878. Le deuxième fut Dollard Lépine, condamné en 1916 pour avoir tué Albert Wing au cours d'un vol à main armée. Finalement, on utilisera une dernière fois l'échafaud le 16 juin 1922 pour Harry Fraser. On est alors en pleine prohibition et cet Américain condamné pour meurtre est bien connu du milieu de la contrebande. On raconte que Conrad Labelle lui-même, célèbre contrebandier de la région, aurait assisté à ce triste spectacle. Pour votre information, au Canada, la peine capitale a été abolie en 1976. L'ouverture du palais de justice attire l'élite francophone de Saint-Jean qui s'établira dans le voisinage. On se trouve donc dans le noyau civique de l'époque. Juste à côté se trouve le parc Marchand, magnifique espace public qui appartient à la ville grâce aux efforts de Félix Gabriel Marchand et porte d'ailleurs son nom. Ici, vous pouvez passer des moments très agréables. Vous pouvez profiter du kiosque, flâner tranquillement ou encore lire les différents panneaux d'interprétation pour en apprendre toujours un peu plus sur notre histoire. L'époque festive des années folles se termine brutalement avec l'arrivée d'un crash boursier sans précédent. 1929 marquera le début de la Grande Dépression et de la plus importante crise économique du 20e siècle. La prohibition aux États-Unis aura duré 13 ans, soit de 1920 à 1933. Dès l'abolition du Volstead Act le 17 février 1933 chez nos voisins américains, les ventes d'alcool pourront finalement reprendre un cours plus normal autant au Canada qu'aux États-Unis.